Mesdames et messieurs, je déclare la première édition du Tribunal de la Tech ouverte. Je remercie l'INRIA, Institut national de recherche en informatique alien, d'avoir réussi à nous réunir. Le jury est composé d'éminents professeurs extraterrestres venus des quatre coins de la galaxie. Et notre but est d'examiner les travaux des artistes et des étudiants conçus dans le cadre du PEPR O2R. L'objectif principal des PEPR O2R de rien est de réfléchir à l'invention de la robotique du futur et de dessiner les contours de la robotique organique. Je vous rappelle l'enjeu de ce tribunal et notre mission. Ce n'est pas, mesdames et messieurs les aliens, de porter un jugement ou d'élaborer une quelconque hiérarchie entre les propositions. Il s'agit de voir comment elles nous aident à mieux définir ce que l'on doit entendre par organique et orienter nos amis humains grâce au petit programme informatique qui défile à l'écran et qui n'est rien d'autre qu'une traduction de ce qui se passe en temps réel dans le cerveau de mes collègues. Je tiens à avertir le public, mes collègues extraterrestres possèdent chacun une expertise particulière dans des domaines qui ne vous sont pas forcément familiers. Que le premier tribunal de la tech commence, on a le plaisir d'accueillir notre première candidate qui nous vient de la aide de Genève. So, as for the shade, I was inspired by the article Cats Are Liquid. So, for example, cats can go into very small box. So, I wanted to represent cats in a more fluid and water-like forms. And I discovered that paper can create very highly organic and unique shapes through different forms and color combination, as you can see here. Argus. Yeah. The psamophilia of the concept intrigues. Yes, its anchoring remains spectral. Its psamocheology shapes shifting forms, but its psamoplastic struggles to fix the intention. Suspended by a thread of sand, the project remains free. The desert wanders. Will it be able to trace its own path? Loo is an interactive floor that reacts to how people approach it. So it has different forms of interaction depending on the speed and how fast you just approach it or not. And the whole research about this project was based on skin. So I first started mapping different parts of bodies and the different textures and appearances that skin could take, and the different gestures and formats that different parts of the body could have. Il s'agit donc d'une roue inspirée du lombric et de la patte du chameau. Et cette roue, elle vient se contracter pour augmenter sa surface de contact au sol, mais aussi elle vient se détendre pour augmenter son diamètre. En plus de ça, elle vient se tordre pour permettre de tourner. Et ces alvéoles, parce qu'il s'agit de cercles qui sont collés les uns aux autres, ces alvéoles, elles permettent de venir capturer l'environnement. Donc cette roue, c'est une roue qui permet de s'adapter véritablement à l'environnement. Et donc voici un potentiel moyen de se passer de la route et donc de lutter contre l'artificialisation des sols. Merci. Les signes du désert hésitent. Dissipation ou révélation? Dissipation. Comment démontrer que l'espèce humaine réinvente la roue?
L'objectif premier était donc de concevoir un prototype de robot biosourcé déformable en pommes de terre crues. Pour ce faire, on a opéré avec une méthode itérative. Donc là, ici, je vous ai présenté quelques pistes qu'on a explorées. Le but était de réduire l'utilisation du PLA au maximum. Par conséquent, on a opté pour la solution finale que vous voyez en haut à droite. Et la structure est assez simple. Il y a 3 jambes qui servent donc de support et également pour le déplacement, que je vais l'expliquer après. Le préhenseur, une pince à 3 doigts, et la plateforme en PLA qui permet le maintien de tout ça, avec également des élastiques et des clous. On voit ici les résultats de notre ACV, avec en vert mis à 100%, en vert clair, pardon, le robot patate, et en vert foncé, le robot en silicone. On constate que sur une période d'1 an, puisqu'ici c'est une période d'1 an, on a des résultats qui sont bien plus avantageux pour le robot silicone. Ceci s'explique car notre robot en patate doit être refait chaque jour, puisqu'il a une durée de vie d'environ 2 heures, puisque c'est de la pomme de terre. Et également d'autres petits soucis qui sont l'assemblage est certes simple, mais il a nécessité dans notre cas beaucoup de pertes. Pour faire un robot, on prend plus d'1 kilo de patates et notre robot fait 300 grammes, quelque chose comme ça. Bref, on perd beaucoup de patates. Avec ce projet de jeu vidéo collectif, on vous invite à l'intérieur d'une étoile de mer, à explorer un univers entre soi et l'autre, entre mort et vie. Ce parasite, c'est le Dendrogaster, qui s'installe dans les étoiles de mer et les zombifie à son profit. Elles deviennent leur garde-manger, autant que leur lieu de reproduction. L'existence de l'étoile de mer est alors entièrement influencée par les besoins du Dendrogaster. C'est cette frontière floue entre beauté de la symbiose et tragique du dépérissement qui nous a intéressés. Au fil du jeu, vous vous déplacez ensemble à l'aide de manettes aux formes organiques, reliées à un gyroscope qui oriente le labyrinthe et fait glisser le Dendrogaster dans plusieurs directions. De cette manière, vous pouvez le guider vers une sortie, mais vous pouvez aussi décider de le laisser habiter l'étoile. Ainsi, vous, joueurs et joueuses, pourrez collectivement faire un choix, celui de tuer le Dendrogaster en l'expulsant, ou celui de le maintenir en vie, en tant qu'être vivant, aux dépens de l'étoile. La collaboration par le biais d'un corps plastifié avec un biomorphisme étonnant, abandonné par son hôte comme une étoile de mer qui a décidé de mourir, avec les dendrogènes dendrogasters parasitiques qui laissent son corps pour aller dans un monde virtuel incompréhensible où les humains doivent passer du temps à maintenir la vie de Dendrogaster. Bref, un nouveau réseau social. L'origine du projet, on s'est beaucoup inspiré du blobfish. Je ne sais pas si vous connaissez ce poisson, en fait, à l'allure assez étrange et informe, mais à l'origine, c'est un poisson tout à fait normal, avec une structure assez logique pour un poisson qui vit dans les abysses. Maintenant, l'impact humain, en récupérant en fait, ce poisson et en le ramenant à la surface, a complètement modifié sa structure et en a fait un amas gélatineux et vraiment étrange. Et donc on s'est dit qu'on allait utiliser ce poisson, qu'on a nommé Bob, et qu'on allait lui donner qu'on allait lui donner vie en fait. Et le blobfish à l'état naturel vivant. Et donc c'est un jeu qui se joue en multijoueur. On a un premier joueur qui se déplace dans le monde abyssal grâce à une manette. Et au même moment, on aura un autre joueur qui va venir manipuler ce module-là, qui va en fait devenir comme un antagoniste dans le jeu vidéo. Parce que les capteurs vont donc déclencher les bras robotiques, comme disait No précédemment.
Et enfin, on a un troisième module qui représente Bob dans une salle entièrement blanche qui se fait agresser par des mains gantées qui en fait nous rappellent la condition physique dans laquelle Bob évolue. Notre travail, c'est principalement une représentation de la question de l'empathie des humains envers le non-humain. Et on parle aussi beaucoup de l'impact humain sur l'environnement et les autres espèces. On a commencé à réfléchir à ce qu'il y aurait vraiment au milieu d'un lac. Donc, selon une mythologie, là où j'habite, entre le Pérou et la Bolivie, et il existe un lac, un immense lac, qui donne beaucoup de questions parce que c'est profond, c'est à 3800 au niveau de la mer, et c'est immense que, en faisant des recherches sur Internet, même sur Google Maps, on a retrouvé des motifs sur le site, des motifs répétitifs, carrés, rectangulaires, etc. Enfin, plein de motifs qui viennent d'un bug justement du Google Maps. Et donc ça nous a donné l'idée de plonger dans ces labyrinthes qui vont expliquer comment on a réussi à faire ces traversées entre ponts et tunnels, caves, etc. Voilà, c'est ça. Il s'agissait donc dans ce jeu, dans cette interaction, dans cet espace, d'explorer en fait des strates qui ne seraient pas géologiques, mais seraient archéologiques, qui seraient architecturales. En fait, en s'enfonçant dans le lac, on découvre les civilisations passées qui ont habité ici. Cher jury, je vais essayer de rester dans les 3 minutes accordées. Bonsoir, je m'appelle Alexandre Coll, je suis un doctorant. J'ai fini mon doctorat à l'Université d'Édimbourg. Mais mon parcours est un petit peu différent. Je viens de la mode, de l'hospitalité de luxe. Et j'ai toujours été fasciné par la robotique. Mais surtout, j'ai toujours été non attiré par leur apparence en général. Et j'ai voulu créer un système, créer une vie robotique qui soit différente des canons de la science-fiction, des canons de ce qu'on peut nous montrer avec les robots dystopiques, les robots humains qui vont nous détruire. Et les robots ont une autre dimension autant. Ils peuvent capturer les choses, ils peuvent capturer dans des semaines, dans des mois, et avec ça, on arrive à comprendre plus comment les gens réagissent. En quoi c'est un robot? Justement, détruire les conventions de la robotique, réinventer la robotique. Et pour moi, la robotique, c'est... j'ai la définition en anglais du professeur John Bryson. Robotics is a system that transforms perception into action. Look at that. Cette créature est basée sur une créature réelle qui s'appelle une aiguille-branche. Et donc, dans ce projet, ça utilise quelque chose qui s'appelle le STIFLOP. Vous allez voir, c'est une variabilité contrôlée de robotique soft. Et là, vous voyez dans cette vidéo d'abord la respiration, qui est faite avec un pneumatique classique, mais après, les mouvements de la tête qui sont faits avec cette STIFLOP. Et ça, c'est des simulations qui ont été faites en collaboration avec De Frost. Là, vous voyez les cordes vocales, ça c'est juste une petite démo. Voilà. Et enfin, ça va s'impliquer dans le robot, plutôt que de chanter par la bouche, parce que c'est pas un animal réel, ça va chanter par les tentacules, en fait, derrière. Et donc, du coup, ça peut être aussi
polyphonique. Et la manière que ça va marcher, en fait, c'est que dans les tentacules, en fait, vous voyez une tentacule, c'est un petit peu plus large là, mais vous voyez une tentacule sur la table là. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des capsules qui sont en série dans la pneumatique. Et ce que ça va faire, c'est qu'il y a une qui gonfle. Il y a d'abord le son qui passe. Oups. Il y a le son qui passe, et puis après il y a ce gonflement de la tentacule, mais aussi il pourrait y avoir deux poches qui se gonflent de suite pour faire quelque chose comme une langue ou une pavé. Alors déjà, devant un tel parterre de magistrats, je plaide coupable, ok? Et oui, ok, j'avoue tout complètement, mais j'étais pas seul, j'avais des complices. Et je crois qu'ils m'ont caché leur vrai visage ce soir. Le projet Exobiote, maintenant en fait les faits remontent à peu près 10 ans. Oui, et c'est vrai que c'était assez illégal. L'idée de vouloir comme ça imaginer une espèce de corpus de bestioles doté d'un souffle, d'objets animés pour ce délit pour lequel je plaide coupable. Nous sommes partis en fait d'une notion qui date de l'Antiquité, qui est la notion de pneuma. Alors cette notion, en fait, chez les stoïciens, elle regroupe en elle deux définitions, deux mots, deux notions, qui sont d'un côté le souffle et qui sont rapprochés par un mot avec l'idée d'âme. Je fais un appel à vous tous, des hommes, des femmes, des gens qui n'ont pas de genre, des gens qui cherchent à être fluides, pour donner une partie de leur sang à ce corps, à cet organe hybride, pour créer un seul sang unique avec les différentes nationalités, iraniennes, israéliennes, palestiniennes, français, américains, pour créer un seul sang unique universel, pour dire que finalement nous ne sommes qu'un. Bio, théo, morpho, genèse. Depuis cette pièce, j'ai commencé à développer une pratique qui revient à des matériaux plus traditionnels, notamment la porcelaine, comme ce projet-là, ou le verre, ce qui vont peut-être en rassurer certains, mais voilà, je peux témoigner que la robotique est une maladie, donc on peut guérir. Et donc j'ai passé ce projet-là. Et voilà, je suis en train de développer une série de 4 sculptures qui s'appellent Xéno, ce sont des sculptures en verre, et dont l'idée de base, en fait, elle m'est venue en écoutant une conférence d'un paléo-anthropologue qui s'appelle Jean-Jacques Hublin, qui est enseignant au Collège de France et qui faisait une conférence sur la diversité génétique en fait, de l'espèce humaine et qui a fait une digression. Et il s'est imaginé, donc quelque chose qui est un peu dans la thématique de la soirée, il s'imagine que si on arrivait sur une planète inconnue, on ne serait pas en mesure de reconnaître une forme de vie parce qu'elle serait forcément très étrangère à celle que l'on connaît sur Terre. Et donc c'est à partir de cette idée-là, en fait, j'ai commencé à développer des formes que j'ai dérivées à partir de sphères qui sont inspirées donc, de la xénobiologie, qui est une forme de biologie en fait, qui essaie d'imaginer des formes de vie alternatives sur une autre chimie que la chimie organique qui est la nôtre, notamment la chimie du silice, hein. Alors sacré, ça je ne sais pas, mais du silicium. D'où l'idée en fait de faire des formes en verre qui est également un matériau basé sur le silice. Donc là vous voyez des recherches de dessin en fait, et j'ai stabilisé 4 formes, 4 modules, que là vous voyez modélisés en 3D, et que j'ai imprimé en fait. Donc là vous voyez les modules finaux,
Là, vous voyez une image qui vous donne à peu près la proportion. En fait, c'est des formes qui font une trentaine de centimètres. Et donc là, je travaille avec une verrière. Là, vous voyez en fait un échantillon qui est du verre blanc. Ça ressemble un peu à de l'albâtre. Donc j'aimais beaucoup ce matériau en fait, qui a quelque chose qui est proche de la texture de la peau en fait, et qui donne une sorte d'étrangeté presque minérale en fait à ces objets qui sont donc comme des sortes de formes de vie entre le vivant organique, le vivant silicaté et donc le minéral. Je suis très surpris que sans le savoir, vous ayez recréé des formes de vie qui existaient sur Papaya 3. Nous les avons bien sûr toutes récoltées il y a des milliers d'années. C'est bluffant que vous les ayez recréées. C'est ce qu'on appelle rétro-bioplagiat. Je serais curieux qu'on partage nos documents respectifs. Je le ferai volontiers et j'ignorerai les blasphèmes que vous avez proférés contre le silicium. Car sachez-le, vous êtes tous vivants aujourd'hui grâce au silicium. Cet élément abondant sur Terre, c'est ce qui vous protège. C'est pour ça que nous avons déclaré la Terre un sanctuaire et pas à cause de l'humanité. Et c'est pour ça que nous venons sans interférer, car la Terre, Papaya 3, est le plus grand réservoir de silicium sacré de la galaxie. Merci. So this project was to design an ambidextrous arm for performance, so no utilitarian interest here, and to possibly interrogate an alternative anatomical architecture with an extra arm. So the arm here that we developed in collaboration with Guillaume Morel and Maël Vivien is 10 degrees of freedom with hyper-extensible fingers and elbow, continuous wrist rotation, and we will embed a camera at the wrist. So during the performance, you can get close-ups of the artist's body. So the body becomes the interactive video switcher and video mixer of the performance. I was curious if there is something about the chronodactylity in your work, or maybe if there is something like a distortion of time. When you're moving, do you feel it becomes very slow? Because we have those kind of interaction on our planet, so maybe you're feeling something similar with this arm. I'm not sure what the question was, but certainly when you move, there's a synchronicity, and sometimes unexpected responses occur. So you're adapting and sometimes following the arm, sometimes avoiding the arm. Actually, Guillaume Morel was inspired to call this ha-ha from my laughter. Le moment est venu, mes chers collègues, chers publics et PEPR au 2R de rien, de partager avec vous le verdict de ce tribunal. Chères candidates et candidats, le jury vous a entendu et après de mûres délibérations qui ont parfois un peu dépassé les limites de la bienséance extraterrestre, il s'est mis d'accord sur la motion suivante. Les aliens ne sont pas ce que l'on croit et il y a toujours plus aliens que soi. N'est-ce pas, monsieur Stellark ? Le tribunal de la Tech est maintenant clos.
Mesdames et messieurs, je vous remercie. Rendez-vous l'année prochaine.